L'architecte, c'est avant tout un professionnel, et ce qui le caractérise vraiment, c'est son indépendance. C'est quelqu'un qui n'a qu'une idée, j'allais dire qu'une passion, c'est d'être au service de son client et du projet. C'est souvent quelqu'un qui prend des positions fortes. C'est un vrai acteur de la vie d'une manière générale. Pour être architecte et exercer, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Le Conseil de l'ordre a donc une mission de service public qui lui est dévolue par la loi et à ce titre, il est placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. Le Conseil de l'ordre est une institution légale créée par la loi sur l'architecture qui date de 1977. Cette loi instaure un Conseil de l'ordre national et 26 conseils régionaux de l'ordre, dont l'ordre d'Aquitaine ici au 308. L'ordre a vraiment été créé pour protéger l'usager, le consommateur, puisque la loi de 1977, elle a défini la création architecturale d'intérêt public. Faire partie de l'ordre, ça a été à un moment donné où j'ai souhaité m'installer en libéral. L'envie d'être conseillère après à l'ordre est venue beaucoup plus tard. C'est arrivé à un moment où j'ai voulu prendre du recul vis-à-vis de l'exercice de la profession. Je m'occupe des relations entre l'ordre et les organismes aux enjeux environnementaux, comme le CREAD, la CDPEA, dans un but qui concerne tout ce qui est développement durable, innovation énergétique, qui sont vitaux pour notre avenir dans l'architecture. Une de mes motivations est d'inciter tous les architectes à se mobiliser par le biais de l'institution qui est l'ordre, qui me paraît l'outil le plus naturel. Pour un architecte, l'inscription au tableau de l'ordre est une étape très importante parce que ça marque le départ de sa vie professionnelle, ça lui donne des droits, ça lui donne également des devoirs. Alors c'est basé sur des règles effectivement d'obtention de diplôme, ça c'est le minima, des règles de moralité également, on examine les casiers judiciaires, etc. pour inscrire des architectes qui sont ensuite porteurs du titre d'architecte. Alors ce qui peut se produire, c'est que des clients viennent voir un architecte et puis lui disent est-ce que vous pouvez me signer mon permis de construire? Et la plupart des professionnels disent non, je vais vous accompagner, on va reprendre votre démarche ensemble et à la fin je vous signerai le permis de construire. Et puis il y a quelques architectes qui se laissent un petit peu entraîner et qui vont signer un permis de construire qui n'a pas été établi par eux. Et c'est ce qu'on appelle la signature de complaisance. Et dans ce cas-là, c'est une faute professionnelle, une faute déontologique qui est traduisible en chambre de discipline. Alors, des architectes d'Aquitaine, bonjour. Oui. À quel nom? D'accord, je regarde. Le plus souvent, comme appel, j'ai des inscriptions ou alors des litiges, donc litiges entre architecte et architecte ou litiges avec architecte et maître d'ouvrage. Une autre raison qui peut conduire un architecte à la chambre de discipline, c'est qu'il commette quelques négligences dans l'exercice de sa mission vis-à-vis d'un particulier, d'un client. Et donc, si effectivement cette négligence est avérée, s'il n'a pas suffisamment aidé son client et soutenu son client pendant les phases de chantier notamment, il peut être traduit en chambre de discipline. Donc pour ça, je transfère à Madame Servat le service juridique et des conciliations juridiques ont lieu toutes les 6 semaines avec Madame Servat plus 3 architectes bénévoles et membres du conseil. Le dossier est étudié en salle du conseil et ensuite Madame Servat était informée par courriel ou par courrier. Il peut y avoir des cas d'usurpation du titre, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne sont pas inscrites au tableau, qui n'ont pas une formation d'architecte et qui mettent pour attirer leurs clients architecte, cabinet d'architecture, agence d'architecture, etc. En fait, ils prennent le vocable d'architecte. L'ordre va attaquer en justice la personne qui a usurpé le titre, donc il y a une instruction qui est menée. Si l'instruction mène effectivement conclut à la véracité des termes, ça se passe devant le tribunal correctionnel et la personne qui a usurpé le titre d'architecte peut être condamnée à des peines d'amende, 100 000 € en général, et ça peut aller jusqu'à une peine de prison si l'infraction est renouvelée, s'il y a récidive. Le pari, c'est de faire des logements collectifs qui soient aussi attractifs que des maisons. Et comment on le fait? Il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est par exemple de développer un système d'accès à son logement
qui reste à l'extérieur en fait. Et qu'on ne quitte pas des yeux le paysage, la ville, les rues, etc., quand on accède dans son logement collectif. Donc ce sont nos réflexions, nos expérimentations personnelles, professionnelles au sein de nos agences qui nous permettent d'apporter des contributions à une réflexion collective. Et c'est de cet échange que vont naître des propositions que l'on pourra porter au nom du collectif des architectes. La formation fait partie du code des devoirs des architectes, puisqu'il est bien précisé dans ce code que l'architecte doit se former et améliorer ses compétences. À ce titre-là, l'Ordre des architectes a créé en 1991 le Centre de formation des architectes d'Aquitaine. Dans cet organisme, nous siégeons au conseil d'administration et nous définissons avec les autres membres du conseil d'administration la politique de formation, c'est-à-dire définir le type de formation et leur contenu. Le centre de formation ne s'adresse pas seulement aux architectes, il s'adresse aussi à tous les personnels des agences d'architecture. En conclusion, je pense qu'il est très important pour les architectes de se former, non seulement parce que c'est une obligation, mais également parce qu'il faut tous les jours faire preuve de plus de compétences et de sérieux. Voilà, et donc ça passe par la formation. Moi, je suis arrivé conseiller à l'Ordre des architectes il y a 3 ans. On est parrain d'un groupe de nouveaux inscrits qu'on appelle les Filleuls. Et là, on en a à peu près 5 par an, donc une quinzaine depuis 3 ans. Être parrain, c'est pouvoir guider Lucie, donc ma filleule, dans l'exercice de la profession d'architecte. Quand on commence son activité en libéral, on est content d'avoir un parrain, surtout quand on travaille seul en indépendant. Nous, on est là pour répondre aux filleuls. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs projets. On a aussi un échange de réseau. J'avais besoin de bureaux d'études. Lucie m'a donné des noms de bureaux d'études. Ce qui est très enrichissant pour tous les deux, c'est qu'on a des échanges transversaux et qu'on peut s'apporter des choses mutuellement. L'idée du 308, c'est à la fois de regrouper l'ordre et ses modules dans un lieu unique et de créer un lieu qui est ouvert aux architectes comme au grand public. L'ordre a besoin de communiquer pour pouvoir donner un peu plus de transparence à son action. On a initié différents outils, donc un journal qui nous permet à la fois d'aller vers le grand public mais d'avoir aussi une communication interne vers les architectes, un site qui est dédié au lieu. Ces outils-là nous ont permis d'aller vers une nouvelle forme de communication pour les architectes. Ce sont des journées portes ouvertes. L'image de l'architecte aujourd'hui est encore, pour certains, le dessin au rotring sur la table à dessin, alors qu'aujourd'hui l'informatique est arrivée il y a déjà longtemps, on commence à travailler en 3D souvent, donc il faut sortir du fantasme et découvrir la nouvelle réalité du métier de l'architecte. Le Conseil de l'Ordre, c'est d'abord une assemblée de 18 personnes, de 18 confrères, 18 architectes qui sont élus par les 1300 confrères aquitains. Il évoque des sujets qui sont des sujets sensibles. On est là pour défendre la profession, on est là pour être entendu. Et donc, il y a des débats qui sont permanents. Et ce sont des débats qui, par nature et par vocation, se font à huis clos. C'est aussi des moments d'échange, de partage, de convivialité, qui sont, au-delà de la mission régalienne, des moments importants et riches. On se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes, voilà. Sauf que quand on est chacun chez soi, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas. On a l'impression d'être seul pour affronter des montagnes. Ces montagnes, quand on est ensemble, elles sont plus faciles à franchir, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on a mis un pied ici, on a un petit peu du mal on ne l'oublie pas, mais on a envie de dire à d'autres « allez-y » parce que c'est un endroit important.
Aujourd'hui, on se rend compte que l'architecte est quelqu'un de méconnu. Bien entendu, on connaît de grandes stars, de grands noms qui portent l'architecture sur la place publique. Mais mon engagement et celui de mon conseil, c'est aujourd'hui de défendre l'architecte, celui qui travaille au quotidien, dans les quartiers, dans les campagnes, etc., qui travaille de manière beaucoup plus discrète, mais qui est véritablement au service du tissu économique, social, culturel, local, et qui le fait vivre et qui est souvent un acteur engagé. Parce qu'il vit là, parce que ses enfants vont dans cette école peut-être. C'est quelqu'un d'engagé et qui va bien au-delà souvent effectivement de son simple métier, mais qui agit comme un citoyen.